Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. L'accès au financement et au crédit est un défi majeur pour les micro, petites et moyennes entreprises. Pourtant, une meilleure inclusion financière peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois. Aujourd'hui, 29 septembre, c'est la journée mondiale du cœur, une occasion pour mettre un accent particulier sur les maladies cardiovasculaires dont les symptômes sont souvent méconnus et mal détectés, à suivre un reportage sur l'hypertension artérielle. Le cyberharcèlement ou harcèlement en ligne préoccupe de plus en plus les ONG au Togo. Le regain d'intérêt manifesté dans la lutte contre cette violence amène les victimes à briser le silence. Connaissez-vous ce qu'est l'inclusion financière? C'est un terme qui définit l'ensemble des individus et des entreprises qui ont un accès à des services financiers de base fournis par des institutions financières formelles. Mais malheureusement, bon nombre de micro, petites et moyennes entreprises n'ont pas souvent accès au crédit bancaire et au financement. L'inclusion financière est aujourd'hui entravée par divers facteurs dont quelques jeunes entrepreneurs et spécialistes en inclusion financière nous en parlent dans ce reportage. Oswald est un entrepreneur. Pour le développement de ses activités, il a besoin de faire recours au financement et crédit bancaire. Mais c'est sans compter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Toutes les fois que j'ai sollicité un crédit bancaire d'une banque primaire, j'ai été exclu financièrement. Moi, je suis dans la location de véhicules, par exemple. J'ai besoin de 5 millions pour acheter un véhicule parce que je le mets dans la location sur un contrat à longue durée, un contrat 6 mois, 1 an. La banque me dit, OK, c'est vrai que vous allez louer ce véhicule, je peux vous l'acheter, mais qu'est-ce qui me garantit que quand vous allez prendre ce véhicule, vous allez me rembourser? Je veux une garantie immobilière. Plusieurs opérateurs économiques ont en effet un accès limité aux institutions financières. La garantie immobilière est l'une des conditions que les banques et microfinances imposent la plupart du temps aux micro, petites et moyennes entreprises avant de les soutenir financièrement. Je suis là, l'affaire peut m'échapper d'ici là. Tout comme Oswald, Roméo, jeune entrepreneur, ne parvient pas, lui aussi, à accéder au crédit et financement bancaire. D'un, le taux est très élevé par rapport au prêt. Secondo, je dois faire les petites économies pour avoir une parcelle d'abord. Après, je vais mettre la parcelle en garantie. Regarde le temps que ça va me prendre d'abord de cotiser de l'argent d'abord pour aller prendre une parcelle. Après, faire tous les papiers et aller vers maintenant la banque. C'est déplorable au fait. Il faut que l'État central fasse en sorte pour inciter les banques à prêter main forte aux jeunes entrepreneurs. L'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises est un défi majeur à relever, car elle peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois dont la cible est les jeunes, les femmes, les populations rurales, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les personnes à faible éducation financière. Vous comprenez que vous parlez des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises, donc elles sont vraiment intégrées dans la cible de l'inclusion financière parce qu'on estime que c'est des gens qui n'arrivent pas à accéder vraiment à des services financiers formels ou qui n'arrivent même pas à accéder à des services financiers parce que justement, derrière, il y a pas mal de contraintes. Des contraintes que les entrepreneurs ne souhaitent surtout pas pour faire prospérer leur entreprise. Il y a plein de gens qui ont d'ambition, mais faute de financement, ils sont dans l'informel, ils sont toujours là où ils sont. C'est pour cela que je réitère ma volonté de voir l'État vraiment agir en ce sens pour que nous autres ne soyons plus exclus, pour qu'il y ait l'inclusion financière dans le monde économique au Bénin. L'accès aux services financiers permet aux entreprises de se développer en créant des emplois durables. L'inclusion financière constitue un levier d'action pour le développement du secteur privé, acteur principal de la croissance économique.
On célèbre ce 29 septembre la journée mondiale du cœur. Le cœur est un organe qui assure la circulation du sang vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme et la deuxième chez l'homme. L'hypertension artérielle, par exemple, peut endommager plusieurs organes vitaux comme le cœur et les reins. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, Héloïse Winator nous dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements à adopter pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90. Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour un hypertendu, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complice, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon, de cubes. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. Zéro tabac, zéro alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé, marcher, danser, bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. Dans la suite de cette édition, je vous propose de suivre le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures. C'est une signature de Nadège Omolade Sani.
Les travaux de construction du site de la zone économique spéciale de Glodjibé avancent à grands pas. C'est du moins le constat fait mardi dernier par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale lors d'une visite sur le chantier. Il était accompagné pour la circonstance d'une délégation des cadres de son département ministériel. Pour rappel, la zone économique de Glodjibé, c'est 10 000 hectares à valoriser et viabiliser pour accueillir des entreprises de transformation, de montage et de fabrication de tout genre. Il est prévu 110 milliards de francs CFA à investir par le gouvernement pour la réalisation de ce projet et d'ici 2030, de milliers d'emplois seront créés. Les prix des produits de consommation ont connu une baisse de 1,8% au mois d'août 2021 au Bénin, selon l'indice des prix à la consommation rendu public par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Ce repli de l'indice est imputable essentiellement à la diminution des prix des biens, des fonctions, produits alimentaires et boissons non alcoolisés. 3 petites et moyennes entreprises béninoises récompensées à la 4e édition du prix Janine Kagou Diagou pour l'entrepreneuriat des jeunes. La compétition a enregistré la participation des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Sur 5 prix décernés, 3 ont été décrochés par les Béninois. La liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur des écureuils est désormais connue. Face à la presse, Michel Doussouye a publié mardi les noms des joueurs sélectionnés pour la double confrontation contre la Tanzanie et comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils livreront ces 2 rencontres le 7 octobre en Tanzanie et le 10 octobre à Cotonou. On en vient maintenant au phénomène du cyberharcèlement au Togo. L'utilisation accrue des réseaux sociaux depuis l'avènement du coronavirus a fait grimper les cas de harcèlement en ligne. Le continent n'a pas été épargné par cette violence, même si très peu de chiffres existent sur le phénomène. Au Togo, les victimes acceptent de briser le silence. Voici le reportage de nos confrères de France 24. Cette jeune Togolaise de 26 ans a été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Un éditeur, profitant de sa crédulité, lui promet la publication de son premier ouvrage. Très vite, leur relation dérape. Il commençait par avoir des propos sexistes, des propos moqueurs. Parfois, il allait jusqu'à se moquer de mon physique. Des trucs qui visaient à me rabaisser, en fait. Et un jour, j'ai explosé. Il n'existe aucun chiffre sur le harcèlement en ligne, mais selon une étude menée par Internet sans frontières, un peu avant la crise sanitaire, les cyberviolences sexistes concernaient déjà 45% des femmes internautes en Afrique de l'Ouest. Avant la pandémie, il y avait des cas de harcèlement en ligne, mais ce n'était pas aussi accentué que ça. La plateforme Matrimonia 2.0 a été créée en pleine crise sanitaire, au moment où l'utilisation des réseaux sociaux a fait un bond de plus de 50% avec l'effet des mesures de confinement. Matrimonia apporte un soutien à toutes les survivantes de cyberviolence. Nous avons eu à travailler des cas d'usurpation d'identité, des cas d'agression physique. Ça commence toujours par le web, en fait. Ça commence toujours par les réseaux sociaux. Insultes, menaces, intimidations. Grace a été humiliée parce qu'elle défendait dans ses posts des victimes de viols, de grossesses précoces. Elle s'insurgeait aussi contre ceux qui estiment que la femme africaine doit rester soumise. J'ai été traumatisée parce que la personne ne s'en prenait pas qu'à moi seule. Il voulait aussi s'en prendre à ma famille. Jamais je n'aurais pensé que je pouvais me sentir en danger sur Internet. Aucune de ces victimes n'a porté plainte parce que le harcèlement en ligne n'est pas sanctionné au Togo. Il y a encore ce qu'on peut appeler un vide juridique, que ce soit au niveau de la justice, du Parlement et autres, ont quand même encore un peu de mal à suivre un peu l'évolution des choses. Au Togo, aucune disposition n'est prévue dans le code pénal en matière de cyberviolence. La loi
ne prend en compte que le harcèlement sexuel et l'atteinte à la vie privée. C'est sur ce reportage dédié au cyberharcèlement que se referme cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.